On a en France une suradministration qui nous entraîne dans le déclin. Le problème, ce n'est pas l'administration. Le problème, c'est la suradministration. La suradministration de la France, c'est d'un côté un énorme coût financier lié à un sureffectif dans la fonction publique, et de l'autre, la suradministration, c'est un énorme coût d'opportunité lié à une intervention trop importante de l'État dans l'économie, alors que justement, c'est la libre entreprise qui permet de prospérer. Alors nous, on va résoudre le problème de la suradministration. Nous, on va supprimer un emploi public sur 10 sans que personne soit au chômage. Et surtout, on va faire en sorte qu'il y ait plus de services publics à un coût moindre pour le public. C'est possible. Nous, en France, on a une culture issue du roi. Le roi de l'Ancien Régime, c'était cette personne qui s'élevait au-dessus de tout le monde, cette personne qui brillait, cette personne qui dirigeait, cette personne qui n'avait pas besoin d'entreprendre, qui n'avait pas besoin de réussir, qui n'avait pas besoin de respecter qui que ce soit et que tout le monde était obligé de respecter. Le roi, c'était l'incarnation du narcissisme. Alors, il y a eu des lumières qui se sont levées et qui ont mis en évidence les contradictions de la monarchie. Le roi ne respectait pas les droits des hommes. Alors les lumières ont dit, mais si, les hommes aussi ont des droits. Et on a créé le concept des droits de l'homme. Le roi ne respectait pas la liberté des hommes. Et donc les lumières ont dit, mais si, les peuples peuvent se gouverner eux-mêmes par la libre détermination. Et on a créé le concept des démocraties modernes. Et puis on a eu une révolution. On a remplacé la monarchie par la République et on s'est dit, le monarque, plus jamais ça. Plus jamais ça. Et puis, au fil du temps, petit à petit, un nouveau roi est apparu. Un nouveau roi est apparu. Le nouveau roi, c'est une personne morale. Le nouveau roi, c'est l'administrateur. Il est invisible, insaisissable, mais partout. Le nouveau monarque, c'est une personne morale. Avant, le roi de l'Ancien Régime, c'était une personne physique. Maintenant, le nouveau roi, c'est une personne morale. Alors nous, on va lui donner un nom. Le nouveau roi, c'est Jampierre. Avant, on avait Jean-Louis. Maintenant, on a Jampierre. Alors, je tiens à le préciser tout de suite, j'adore l'accent du Sud et je vais avoir besoin des lecteurs dans la France entière. Et quand je dis Jampierre, eh bien, ça reconnaît le caractère pittoresque de nos accents. Et puis, je pense que ça résume un peu l'idée qu'on se fait un peu tous de la suradministration en France. Jampierre, c'est le nouveau roi. Et Jampierre, il reproduit les comportements de l'ancien monarque. L'ancien roi, il justifiait une grande partie de son pouvoir par la protection. Il apportait la protection, notamment la protection par rapport aux envahisseurs étrangers. Eh bien, Jampierre, il fait de la protection. Jampierre, il protège l'emploi. Chômage de masse. Jampierre, il protège de la précarité. Des prestations sociales à tout va. À chaque fois qu'il y a un problème économique, Jampierre, il accourt avec une solution sociale. Et du coup, comme on ne peut pas résoudre des problèmes économiques avec une solution sociale, eh ben, on n'a ni la solution économique, ni la paix sociale. Jampierre, il protège les acquis. C'est le déclin, le tissu industriel s'effrite. Il protège les entreprises, c'est le déclin. Parce que Jampierre, lui, comme il n'a pas le respect, eh bien, il n'a pas forcément non plus le sens des affaires. Et donc, quand il y a un problème économique, lui, il va prendre l'argent de là où ça marche et il va le mettre là où ça ne marche pas. Et Jampierre, il ne respecte pas la liberté des hommes. À chaque nouvelle réglementation, à chaque nouvelle loi, grignote petit à petit les libertés individuelles et à petit, on rajoute de nouvelles contraintes. On rajoute de nouvelles contraintes. La liberté,
c'est pas uniquement la liberté de penser, c'est aussi la liberté de dépenser son argent comme on veut. Et si en France, le taux de prélèvement obligatoire est l'un des plus élevés au monde, eh bien ça veut dire que c'est Jean-Pierre qui décide de la façon dont plus de la moitié du revenu national est dépensé. Alors nous, on va lutter contre la suradministration. Nous, on va lutter contre Jean-Pierre. Nous, on va faire en sorte de faire évoluer le rôle de l'administration. Pour plus que ce soit les citoyens qui travaillent pour l'administration, mais on va faire en sorte que ce soit l'administration qui travaille pour les citoyens. Alors comment va-t-on faire? Je vais vous proposer plusieurs réformes. D'abord, je vous propose une réforme informatique. Alors souvent, quand on vous propose une réforme informatique dans l'administration, ça consiste à limiter votre accès à l'administration, à remplacer ça avec un écran, débrouillez-vous en self-service. C'est pas du tout ça. Et vous verrez à la fin, c'est tout le contraire. La réforme informatique que je vous propose, c'est l'interconnexion des administrations. Certainement, vous avez déjà dû accomplir des démarches administratives où il fallait aller chercher le papier d'une autre administration. Et donc comme ça, vous courez d'une administration à une autre, vous apportez le papier, quelqu'un analyse le papier, le valide, et ça prend du temps, et donc ça coûte à la fois en temps, mais aussi en ressources humaines. Et donc ça a un coût financier. Alors que tout le problème, c'est qu'il y a d'un côté une information dans une base de données qu'il faut faire communiquer avec une autre base de données. Alors nous, on va informatiser l'interconnexion des administrations. Et dans chaque administration, on va analyser les 20 procédures les plus courantes, à la fois pour les particuliers et pour les entreprises, et on va regarder quelles sont les données qui sont dans une base de données qu'il faut faire communiquer avec les autres bases de données. Et comme cela, on va créer l'interconnexion des administrations. Et l'interconnexion des administrations, ça fera qu'il y aura une plus grande efficacité dans les administrations, et ça sera le début des suppressions de postes dans la fonction publique. La fonction publique, c'est environ 5,5 millions de personnes, réparties en 3 grandes branches. Vous avez d'un côté la fonction publique d'État, vous avez la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Des effectifs en progression constante ces 20 dernières années, notamment dans la fonction publique territoriale. Et nous, en France, on est très attachés au service public. Moi, j'ai vécu en Californie où le service public n'était pas aussi développé qu'en France. Donc je comprends l'intérêt d'un service public développé, efficace. Moi, quand je pense aux emplois du service public, je distingue 2 types d'emplois publics. Je distingue d'un côté les emplois publics à contact direct et de l'autre les emplois publics de support administratif. Je vais vous expliquer ma pensée. Quand on regarde par exemple le métier des enseignants, des professeurs, ils sont en contact direct avec les élèves, avec les étudiants. Les policiers, ils sont en contact direct avec les criminels, avec les victimes. Les magistrats en contact direct avec les justiciables. Les gens qui réparent les routes. Les contrôleurs aériens en contact direct avec leur matière. Les médecins, les infirmières, les aides-soignantes en contact direct avec les patients. Et quand on pense au service public, on pense à tous ces métiers de contact direct. Et là, on va vous dire essentiellement la même chose. Ils sont en sous-effectif, pas assez payés et pas assez reconnus. Et nous, c'est là qu'on va mettre plus de moyens. Et puis à côté des emplois à contact direct, il y a ce que j'appelle les emplois de support logistique. Les emplois de support logistique, ce sont des emplois qui servent pour aider les gens qui sont en contact direct. Ce sont des emplois qui ont une utilité interne à l'administration. C'est par exemple les gens qui font des fiches de paye. Et c'est là qu'il y a du sureffectif. Alors en France, quand on critique l'excès d'une chose, on revient au galop en vous disant que le manque de la chose est aussi néfaste. Mais je ne vous parle pas de supprimer les fonctions de support administratif. Juste un peu moins. Un peu moins. Alors là encore, je vais vous proposer des réformes. On va commencer par un grand audit de la fonction publique, de tous les emplois de la fonction publique. Et à chaque emploi de la fonction publique, on va mesurer le taux d'utilité publique et le taux d'utilité interne. Donc par exemple, un professeur qui est au contact des élèves, qui corrige des copies, lui, utilité publique 100%. Le médecin, l'infirmière, pareil, utilité publique 100%. Le pompier, utilité publique 100%. Et puis, il y a tous les autres emplois à utilité interne.
Et donc comme cela, on va faire un audit, on va calculer quel est le taux d'utilité publique et le taux d'utilité interne de chaque emploi. Et ensuite, on va faire une agrégation de chaque de ces chiffres et on va pouvoir mesurer le taux d'utilité publique et le taux d'utilité interne de chaque administration. Et là, maintenant, on aura une meilleure vision de l'efficacité de l'administration. Et ça nous permettra d'aller en avant vers des suppressions de postes dans la suradministration. Alors comment va-t-on faire pour supprimer des postes sans qu'il y ait de chômeurs? Sans qu'il y ait de chômeurs? Eh bien c'est très simple. On va dire que tous les emplois à fort taux d'utilité interne, de ceux qui sont à moins de 2 ans du départ à la retraite au moment où la réforme va passer, eh bien tous ces emplois-là seront supprimés avec des départs à la retraite anticipés. Donc il n'y aura pas de chômeurs, ça ne coûtera pas plus cher à la collectivité parce que ce soit le traitement d'un fonctionnaire ou la retraite d'un fonctionnaire, finalement c'est la collectivité qui paye. Et ça permettra de faire des économies au niveau des salaires parce que forcément c'est en fin de carrière qu'on trouve les salaires les plus élevés. Et puis pour ceux qui sont encore en poste, eh bien, ça ouvrira des opportunités d'avancement de carrière. Et donc comme cela, ça supprimera beaucoup d'effectifs dans la fonction publique. Regardons par exemple un ministère comme l'Éducation nationale. Vous avez 1,1 million de personnes qui travaillent pour l'éducation nationale. Eh bien, il y en a environ 300 000 qui ne sont pas en contact direct avec les élèves. Et c'est dans les 300 000 qu'on va supprimer 5% des effectifs. Une carrière de fonctionnaire, c'est 40 ans, donc si on supprime 2 ans de carrière, ça revient à supprimer 5% des effectifs. On peut prendre un exemple plus précis. L'AP-HP, plus grand employeur de l'Île-de-France, 100 000 personnes. Ben, il y a 12 000 médecins, 30 000 personnes qui sont infirmières et soignantes. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans des fonctions du support administratif. Alors évidemment, il faut des gens qui commandent les masques, il faut des gens qui commandent l'équipement, il faut des gens qui prennent les rendez-vous. Mais nous, on ne va pas supprimer tous les emplois de support administratif, évidemment non. Nous, on va supprimer uniquement 5% de ces emplois-là, en permettant à ceux qui sont à moins de 2 ans du départ à la retraite, de partir à la retraite de manière anticipée, pour justement réduire les effectifs sans qu'il y ait de chômage. Donc première grande réforme pour diminuer les emplois, des départs à la retraite anticipés pour tous ceux qui sont dans la suradministration. Mais nous, on va aller encore beaucoup plus loin. Nous, on va supprimer des administrations qui sont dans la suradministration. Les administrations qui sont dans la suradministration, finalement, c'est la suradministration du marché de l'emploi, la suradministration du financement de l'entrepreneuriat et la suradministration au niveau de l'aménagement du territoire. Au niveau du marché de l'emploi, comme on n'arrive pas à reconnaître que pour qu'un emploi se crée, que pour qu'un emploi existe, il faut que derrière il y ait une justification économique, eh bien Jean-Pierre il a créé toutes sortes de réglementations, toutes sortes d'administrations pour aller à contre-courant d'une réalité fondamentale. Il faut qu'il y ait une justification économique à un emploi. Et s'il n'y a pas de justification économique, eh bien c'est là que justement on va créer toutes sortes de réglementations, toutes sortes de restrictions, toutes sortes d'aides aussi, et surtout toutes sortes d'administrations. Donc nous on va supprimer à la fois la suradministration réglementaire, en mettant en place l'emploi au bon vouloir des partis, et la suradministration au niveau des administrations publiques, comme par exemple Pôle emploi. On va supprimer Pôle emploi, on va supprimer toutes les administrations qui font de l'accompagnement de chômeurs au niveau des collectivités territoriales. Pôle emploi, c'est environ 50 000 personnes, un coût de fonctionnement de 3,5 milliards d'euros par an. Eh bien nous, on va supprimer tous ces postes qui sont dans la suradministration du marché de l'emploi. Ensuite, deuxième grand axe de suppression de postes dans la suradministration, on va supprimer toutes les administrations qui sont en charge du financement de l'entrepreneuriat. Alors le financement de l'entrepreneuriat subventionné, ça ne marche pas à grande échelle. Vous allez à l'autre bout du monde, vous demandez aux gens, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une grande start-up française? Je ne sais pas laquelle on vous citerait, mais aucune, quoi. Voilà, c'est ça la réponse. Le financement de l'entrepreneuriat, c'est un énorme gâchis où on va prendre de l'argent de là où ça marche, encore une fois, parce que c'est que de là que ça vient. On va prendre l'argent de là où ça marche, on le recycle dans des administrations avec toutes sortes de critères administratifs, et puis au final, ça sort sous forme de PME. Et donc finalement, on n'a pas les entreprises devant qui créent beaucoup d'opportunités de croissance. Vous pouvez regarder la vidéo sur le financement de l'entrepreneuriat et j'explique concrètement le problème. Moi, je vois plein de gens qui sont dans le financement de l'entrepreneuriat, mais je vois des gens en train de faire une boule de neige, au lieu de faire la boule de neige à la montagne en laissant la boule descendre, ils font la boule de neige
en poussant la boule dans le sens de la montée. Alors c'est forcément beaucoup plus dur. Et j'arrive et je dis lâchez tout, ça va se faire tout seul. Et c'est vrai, ça va se faire tout seul. Donc nous, on va supprimer tous les emplois qui sont dans la suradministration du financement de l'entrepreneuriat. Donc ça va supprimer les CCI, la BPI, les chambres des métiers, les maisons de l'entrepreneur, toutes les administrations des collectivités locales qui font aussi du soutien à l'entrepreneuriat, tout ça, ce sera fermé. Donc beaucoup d'emplois dans la fonction publique qui sont supprimés. On va à la fois faire des économies avec les aides et des économies avec les salaires. Et enfin, troisième grand axe de suppression de postes dans la suradministration, nous, on va régionaliser la France, donc on va à la fois régionaliser les collectivités locales et les administrations publiques nationales, pour plus qu'on ait un morcellement avec des subdivisions finalement qui ne sont pas très efficaces. Donc on va supprimer beaucoup d'emplois dans la suradministration du marché de l'emploi, la suradministration du financement de l'entrepreneuriat et la suradministration des collectivités locales. Alors maintenant, question, mais qu'est-ce que vont devenir tous ces gens ? Eh bien, c'est là qu'on va mettre en place l'AREP. Ce n'est pas la République en panne. L'AREP, c'est l'Agence de la restructuration de l'emploi public. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va proposer de nouvelles opportunités de carrière pour tous ceux qui auront leur poste supprimé. Alors, il y aura plusieurs axes de redéploiement de carrière. Vous pouvez regarder la vidéo sur l'anglais. Nous, on va faire en sorte que tous les écoliers apprennent l'anglais dès l'école primaire. Il y a environ 6,5 millions d'écoliers en France, environ 50 000 écoles. Donc si on suppose qu'il faut un poste de professeur d'anglais pour 100 écoliers, eh bien ça signifie qu'il va falloir créer 65 000 postes de professeurs d'anglais. Alors, on n'a pas besoin d'avoir des professeurs qui soient totalement bilingues. Les enfants, ils apprennent l'anglais en s'amusant, ils regardent la télé, ils font des chansons. Donc il faut surtout des professeurs d'anglais pour les écoles primaires qui vont accompagner les enfants. Donc la formation pour les professeurs d'anglais, ce sera une formation distancielle qui permettra de faire de la formation de masse. Ce sera aussi une formation en continu. Et ça permettra à tous les écoliers d'apprendre l'anglais. Ça sera mis en place très rapidement. Et donc, premier axe de redéveloppement de carrière pour ceux qui auront leur poste supprimé, professeur d'anglais. Ensuite, deuxième axe de redéveloppement de carrière, vous pouvez regarder la vidéo sur l'informatique. Nous, on va faire en sorte qu'au collège et au lycée, la matière d'enseignement principale devienne l'informatique. Ça nous permettra de réaliser le rêve français qui consiste à devenir le leader mondial de la technologie, c'est possible. Mais pour cela, il faut que tout le monde soit exposé à l'informatique dès le plus jeune âge. Et donc, il faut des professeurs d'informatique. Il y a environ 3,5 millions de collégiens. Et donc, la mise en place de la réforme, ça va se faire par roulement. On va faire des cohortes chaque année. Donc, il va falloir former environ 9000 professeurs d'informatique par an. Là encore, ce sera une formation en partie en distanciel. Ce sera une formation qui se fera l'été, qui se fera en continu. Et les professeurs d'informatique, ils apprennent l'été, ils apprennent pendant les vacances scolaires et ils apprennent pour l'année suivante. Et donc, on va former chaque année 9000 professeurs d'informatique, ça sera par cohorte de 1 an. Donc, deuxième grand axe de redéveloppement de carrière, professeurs d'informatique. 9000 postes par an. Troisième grand axe de redéveloppement de carrière, là vous pouvez regarder la vidéo sur la banlieue, sur l'insécurité dans la banlieue. Nous, on va mettre en place une stratégie par saturation policière. La saturation policière, c'est mettre en place 100 000 policiers dans les banlieues. 100 000 policiers là où il y a de l'insécurité. Et donc, on va former 100 000 nouveaux policiers qui seront issus de la suradministration. Donc, vous avez des gens qui travaillent par exemple dans les CCI, qui travaillent à la BPI, qui travaillent dans toutes les suradministrations qui vont être supprimées et qui seront redéployés dans les banlieues pour faire du service public, pour apporter la sécurité là où justement il y a de gros besoins de service public. Donc ce sera une formation en 1 an, vu qu'avec le Beauvau de la sécurité qu'il faut 1 an pour former un policier. Et donc on va lancer pendant 3 ans des cohortes tous les mois. Et donc ça fera 36 cohortes et donc au bout de 4 ans on aura formé 100 000 policiers. Il va falloir redéfinir les formations, il va falloir utiliser toutes les ressources à la disposition de l'État pour faire en sorte qu'il y ait à la fin 100 000 policiers
redéployés dans les banlieues pour justement qu'il y ait plus de sécurité, pour qu'on puisse mettre fin aux problèmes de criminalité en France. Donc, autre grand axe de redéploiement de carrière, la saturation policière avec des postes de policiers. Autre poste de redéveloppement de carrière, dans la santé, infirmière, aide-soignante, là ce sont des formations plus longues, en présentiel. On va mettre en place des postes pour justement qu'il y ait plus de soins, et surtout qu'il y ait moins d'heures de travail pour ceux qui sont exténués par le travail d'infirmier, par le travail d'aide-soignant. Et donc des nouveaux postes dans la santé. Et puis enfin, pour tous ceux qui ne peuvent pas être classés en professeur d'informatique, en professeur d'anglais, en policier ou en personnel de santé, eh bien, tous ceux qui sont dans la suradministration et qui auront leur poste supprimé seront réaffectés à l'accueil au public. Vous êtes déjà allé dans des administrations et vous avez vu les horaires d'accueil, pas forcément très respectueux des besoins du public. Alors nous, on va faire en sorte qu'il y ait plus d'accueil au public dans les administrations publiques, en faisant en sorte que tous ceux qui auront leur poste supprimé puissent et qui ne puissent pas être redirigés dans les opportunités de carrière proposées, puissent être redirigés vers l'accueil au public pour qu'il y ait plus d'accueil au public. Donc la grande réforme de l'administration, ça consiste à faire une administration qui soit plus au service des citoyens. Si on a par exemple une administration publique qui forme des écoliers à l'anglais, qui forme des collégiens et des lycéens à l'informatique, qui apporte de la sécurité dans les banlieues, qui apporte plus de soins médicaux et plus d'accueil au public, et bien finalement on aura atteint cet objectif qui consiste à la fois à supprimer la suradministration en France et de faire en sorte qu'il y ait plus de services publics. Si vous votez pour moi, c'est possible. Je m'appelle Sylvain Courcou. Merci beaucoup. Thank you.